Débrief de cette séance de questions au gouvernement. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Boyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, également avec nous. Pierre Ouzoulias, bonjour. Bienvenue. Vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vice-président du Sénat. Également avec nous Bernard Fialaire. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sénateur RDSE du Rhône. Et enfin, Rémi Cardon est avec nous. Merci d'être avec nous cet après-midi, sénateur socialiste de la Somme. Nous allons consacrer une large partie de ce débrief des questions au gouvernement à la mort du militant nationaliste Quentin Derenque et la suite de cette mort ce week-end, parmi lesquelles cette annonce de Gérald Darmanin tout à l'heure qui dit vouloir légiférer pour qu'il y ait une peine d'inéligibilité lorsqu'une personne est condamnée pour violence, ce qui était le cas notamment du député La France Insoumise Raphaël Arnaud. On écoute le garde des Sceaux. Je souhaite que dans le débat parlementaire que nous ayons ensemble, nous puissions réfléchir également à ce que toute personne encourageant et étant condamnée par la justice pour ça, bien évidemment, à la violence physique, en raison des idées, en raison du détenu, en raison d'une religion, et je pense notamment aux attaques contre nos compatriotes juifs, puisse également avoir une peine d'inéligibilité, pour que jamais des gens d'ultra-gauche ou d'ultra-droite puissent être naïvement, si j'ose dire, acceptés dans des rangs de formation politique et que plus jamais, en effet, ni dans nos délibérations locales, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, nous ayons des gens qui jouent contre la République à l'intérieur de la République. Ne plus avoir des personnes qui jouent contre la République à l'intérieur de la République. Pierre Ouzoulias, votre réaction à cette annonce du garde des Sceaux? Alors cette proposition de loi, mon groupe l'a déposée il y a 1 an sur racisme et antisémitisme, et nous trouvions tout à fait légitime d'exclure des élus qui avaient été condamnés pour ces faits. Donc on y est absolument favorable. Mais c'est dommage qu'il y a 1 an, on ne nous a pas écoutés, parce qu'on aurait peut-être pu éviter aujourd'hui ces discussions. Là, on y ajoute quand même le sujet des violences. Et c'est le cas de Raphaël Arnaud qui a été condamné en 2022 pour violence en réunion et confirmé en 2025. La condamnation est définie. Alors, bon, ceci dit, je me souviens des propos de M. Darmanin à propos de la peine d'inéligibilité de Mme Marine Le Pen. Il n'était pas aussi systématique. Et il se demandait si c'était normal que le juge puisse priver une candidate de l'élection présidentielle. Donc là, on voit que le discours a un peu changé. Personnellement, ça dépend du sujet. Racisme, antisémitisme, violence d'une part, et d'autre part... Oui, mais on peut aller plus loin. Oui. On peut aller plus loin. Les fraudes aussi. Moi, je trouve que quand on a fraudé, là, en l'occurrence, le Parlement européen, ça serait tout à fait normal qu'on ne puisse pas être non plus éligible. Donc, il faut remettre tout ça dans un contexte un petit peu plus large, quand même. Au passage, Marine Le Pen était d'ailleurs la première à être d'accord avec cela quand elle pensait ne pas être concernée. Valérie Boyer, votre avis sur ce que propose Gérald Darmanin, cette peine d'inéligibilité. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de proposer de légiférer assez vite et dans le moment, bien sûr, de l'émotion? Et rappelons quand même que la séance a commencé par l'hommage après la mort de Quentin Derenque. C'est tout à fait normal que nous ayons observé 1 minute de silence pour le meurtre de Quentin. Je pense que c'est un drame qui marquera tous les Français. C'est absolument abominable qu'un jeune de 23 ans ait été lynché à coups de pied dans la tête avec cette violence absolument incroyable. Qui rappelle des scènes des films, des pires films. Je pense à Orange Mécanique ou ce genre de choses. Honnêtement, c'est horrible. Je crois que nous sommes tous profondément choqués, traumatisés. Et bien évidemment, comme tout le monde, je veux dire... Enfin, pas comme tout le monde, malheureusement, mais moi, en tout cas, je veux dire toute ma peine et toute ma compassion à Quentin, à sa famille et à ses amis. Sur la question des violences, bien sûr, je pense qu'à un moment donné, un casier judiciaire vierge pour être élu me semble être quelque chose de normal, puisqu'on a aussi un devoir d'exemplarité. Je rappelle que lorsque nous avions abordé toutes les questions de violence conjugale, un certain nombre de propositions avaient été faites pour les violences, pour que les personnes qui sont condamnées pour violence conjugale ne puissent pas accéder à un certain nombre de choses. Pourquoi pas un mandat d'élu, mais aussi d'autres choses. À un moment donné, il faut être cohérent avec les priorités que l'on se fixe. Mais bon, pour toute peine, il y a la peine et puis après, il y a jusqu'où ça va. Est-ce que c'est à vie? Est-ce que c'est pour une durée? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une rédemption? Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Moi, je pense que ce sera très intéressant d'en discuter.
Bernard Fialaire, votre avis sur cette peine d'inéligibilité qui a été donc annoncée par le garde des Sceaux? Alors, la peine d'inéligibilité, elle pouvait déjà exister, puisque c'est une peine qui existe. Est-ce qu'il faut, moi je crois qu'il faut toujours profiter des événements pour s'interroger sur l'évolution de la société, pas forcément légiférer d'ailleurs dans l'urgence, en revanche s'interroger sur cette montée de violence, mais de la violence qu'on voit dans le débat public, qu'on voit, mais aussi dans les stades, dans la vie intrafamiliale, comme on l'a dit. Dans l'école, on a entendu Édouard Geoffrey à l'instant, qui est le miroir de notre société. Le miroir de notre société. En même temps, l'école, elle est là pour faire la société. Et elle doit avoir des règles qui sont particulières. On ne peut pas compter simplement sur, comme on l'a dit, la famille, l'école, mais aussi le monde associatif, les clubs sportifs, les lieux de rencontre qui doivent être pris en compte pour refabriquer de la société et apprendre surtout à s'entendre et à débattre. Lorsqu'on voit que dans une université, je trouve tout à fait normal qu'on puisse débattre. Je comprends même que des jeunes puissent avoir des propos qui soient excessifs. En revanche, l'université est là pour leur apprendre justement à débattre et à respecter les opinions d'autrui. On va en parler, bien sûr, le débat sur les réunions politiques à l'université. Mais on est sur votre territoire aussi, Bernard Fialaire. Oui. On est dans le Rhône. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, le fait que l'on apprenne également que, parmi les suspects qui ont été arrêtés, il y ait 2 collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, puisque depuis tout à l'heure, c'est bien de lui que nous parlons, la peine d'inéligibilité, elle se serait appliquée à lui qui a été condamné pour violence en réunion en 2022. Alors, Raphaël Arnaud n'est pas un élu du département du Rhône. C'est ça. Alors après, le problème de ses attachés parlementaires, le problème de savoir où il a été élu, s'il avait le droit de se présenter, toutes ces questions se posent. Et c'est vrai aussi, on peut toujours dire qu'il y a la légitimité des élus de leur élection. En revanche, on a un véritable devoir d'information des électeurs, d'information sur savoir qui se présente devant eux. Et justement, le casier judiciaire fait partie des informations qui me paraissent importantes à transmettre à des électeurs pour que s'exprime ouvertement la démocratie et la République. Je précise que le 2e collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud a été engagé sous pseudo. C'est vrai qu'il y a beaucoup encore d'opacité. Il y a quand même aussi un sujet sur le fait que actuellement, la justice soit encore en train de travailler sur le cas. On est encore aussi sur le temps de l'enquête et on le voit qu'il y a en même temps le débat politique qui se fait. Rémi Cardon. D'ailleurs, il faut prendre son temps. Il ne faut pas que le débat politique dépasse aussi l'enquête. L'enquête doit prendre son temps d'avancer au mieux. Et d'ailleurs, il faut tirer les conclusions quand les conclusions de l'enquête seront connues. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est là pour commenter une enquête, alors que ce n'est pas notre rôle. On est là plutôt, et d'ailleurs, M. Darmanin a décidé d'engager un projet de loi futur, après les élections municipales, sur un sujet de peine d'éligibilité. Alors, d'inéligibilité, pardon. En l'occurrence, on attend de voir aussi. Moi, je reste très vigilant là-dessus parce que qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Est-ce qu'on est dans l'annonce ? Est-ce qu'on est dans la communication ? Qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Mais pareil, juste, il y a des gens qui vont être élus et peut-être 15 jours plus tard, une fois qu'on aura voté un projet de loi ou pas, qu'est-ce qui se passera ? Parce qu'ils ont... voilà, je trouve que c'est assez étrange de faire ça juste après des élections, mais dont acte, allons-y, allons au débat là-dessus et aux amendements. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on va construire le périmètre, parce que vous l'avez dit, les communistes ont d'ailleurs bien ciblé le périmètre sur tout acte raciste ou antisémite. Maintenant, si on va au-delà sur les violences, voilà, sur la violence. Quel type de violence voilà, c'est... Physique, violence verbale. Exactement. Ça ouvre la boîte de Pandore. Donc, moi, voilà, je reste très prudent et attentif sur ce qui va être conçu par M. Darmanin. C'est pour ça qu'il y aura un débat parlementaire. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait également un débat parlementaire. C'est bien le travail du législateur. On voit aussi, depuis ce week-end, le débat qui se concentre autour de la France insoumise et notamment la stratégie de conflictualisation mise en place par la France insoumise qui est pointée du doigt. Est-ce que, Pierre Ouzoulias, vous estimez que c'est toute la France insoumise, tout entière, qui est à montrer du doigt dans cette événement? C'est toute la classe politique qui doit s'interroger sur ces pratiques. Toute la classe politique.
parce qu'on voit que de plus en plus, dans le débat politique, ce qu'on cherche, c'est à annihiler l'ennemi. On est passé de l'adversaire politique à l'ennemi politique, qu'il faut éliminer par tous les moyens, humilier. Je l'ai subi, je sais ce que c'est. Et on sent que, outre-Atlantique, c'est devenu une forme de gouvernement. Quand Trump parle des démocrates, il en parle comme des ennemis à éliminer. Voilà. Et c'est ce discours... Vous dites c'est une façon de faire de la politique de façon générale. Vous ne voulez pas pointer du doigt spécifiquement la France insoumise, ou vous considérez que la France insoumise a une responsabilité particulière dans cet engrenage aussi? Tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Je mets au même niveau les injures, les violences, qu'elles viennent de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Voilà. Il faut que tout le monde se ressaisisse pour qu'il y ait un débat démocratique qui soit digne et respectueux de l'adversaire. C'est plus le cas aujourd'hui. Allez, on va prendre la direction de la salle des conférences, rejoindre Alexandre, votre invité, et le président du groupe Les Indépendants. C'est Claude Malhuret qui a d'ailleurs interpellé le gouvernement sur ce sujet tout à l'heure. Effectivement. Bonjour Claude Malhuret. Bonjour. D'abord une réaction sur cette annonce du ministre de la Justice, un texte de loi pour associer à toute condamnation pour violence une peine d'inéligibilité. Ça vise Raphaël Arnaud, le député insoumis, fondateur de la Jeune Garde qui est impliqué dans le meurtre de Quentin Derencle. Et puis Raphaël Arnaud qui a été condamné en 2022 pour violence en réunion, condamnation définitive depuis l'an dernier. Après son élection, vous êtes favorable à ce texte ? Écoutez, je pense d'abord qu'il ne faut pas simplement citer Raphaël Arnaud. Il y a des tas de députés LFI aujourd'hui qui ont été condamnés pour violence, d'autres pour achat de drogue à un mineur, en l'occurrence, etc. Ils ont tous été réintégrés, ils n'ont jamais été virés du groupe, jamais virés du parti, jamais virés de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, le problème se pose pas seulement pour une personne, mais pour plusieurs. Le nombre de parlementaires de LFI aujourd'hui qui sont condamnés pour des faits particulièrement graves, violences aggravées, violences sexuelles, violences conjugales, je ne vais pas citer tous les noms, ça pose quand même un problème majeur. Et c'est vraiment, il y en a peut-être un ou deux par-ci, par-là, traditionnellement dans les partis, mais là c'est vraiment systématique. Il y en a des tas et des tas. Il est temps, et notamment après le drame de... Donc il devrait être empêché d'être élu, ce député insoumis ? Je pense que les juges devraient pouvoir avoir... C'est pas obligatoirement, je ne suis pas pour les peines automatiques, mais que les juges puissent prononcer l'inéligibilité s'ils estiment que c'est nécessaire, ça me paraît du bon sens. Parlons de la responsabilité de Raphaël Arnaud dans cette affaire, puisque 2 de ses collaborateurs parlementaires sont en garde à vue, dont un collaborateur, on l'apprend de la part de nos confrères du Parisien, est un collaborateur qui est fiché S et qui a été engagé sous pseudo à l'Assemblée nationale. Vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est particulièrement choquant. Les parlementaires sont là pour faire la loi, ils sont là pour donner l'exemple de la loi, et c'est les premiers, Raphaël Arnaud comme d'autres, à violer les lois et à essayer de les contourner systématiquement. Sans compter évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que Raphaël Arnaud, c'est le fondateur de la Jeune Garde. Par conséquent, aujourd'hui, il est dans une situation absolument incroyable. Il représente les Français, il représente les citoyens français à l'Assemblée nationale. C'est une vraie interrogation. Est-ce qu'on devrait pouvoir engager un collaborateur parlementaire fiché S et puis aussi sous pseudo ? Est-ce que ça devrait être possible ? Fiché S, ça veut dire des tas et des tas de choses. Je pense que je ne vais pas prendre, comment dire, il y a une présidente à l'Assemblée nationale, il y a un bureau à l'Assemblée nationale, il y a un règlement à l'Assemblée nationale, et c'est à eux de le faire, et je ne vais pas commenter ou faire des suggestions. Mais bien entendu que la question se pose. La deuxième question, c'est que parmi les fichiers S, il y a vraiment un petit peu il y a des tas de situations très différentes. Il y en a qui Donc c'est un sujet trop complexe. Purement par des précautions. Il y en a qui sont des vrais faits graves. Par conséquent, il ne faut pas tout mélanger, mais qu'on se penche sur le fait d'un certain nombre de collaborateurs aujourd'hui qui sont engagés en dehors de toute forme réglementaire et par des mensonges sur leur état civil, c'est bien entendu inacceptable aussi. Dernière question politique, Claude Malhuret, on est en campagne électorale, campagne des municipales. On voit qu'LFI est sous le feu des critiques, notamment de la droite, le ministre de la Justice qui annonce un texte de loi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de récupération politique aussi de ce drame ? Moi, je ne pense pas, parce que ce drame, il est dû à une situation politique. Il est dû à une formation politique.
à une formation politique dont Mélenchon a rappelé il y a quelque temps qu'il était lié et allié à la Jeune Garde. Il s'agit bien aujourd'hui d'un certain nombre de nervis qui ont exécuté les volontés d'un groupe violent et qui est directement lié avec un groupe politique à l'Assemblée. Aujourd'hui, ce groupe politique en paye le prix, et c'est bien normal qu'il en paye le prix. Ce que je pense, c'est que non seulement il n'y a pas une exploitation politicienne, il y a une exploitation politique normale, c'est pas une exploitation politicienne, mais ce que j'en pense aussi, c'est que la gauche devrait aujourd'hui faire son examen de conscience, parce qu'à part Raphaël Glucksmann, François Hollande et Jérôme Gage, j'en ai pas entendu beaucoup condamner ce qui s'est passé. Peut-être aussi les élections municipales valent bien une messe, mais ce sera une messe noire. Merci beaucoup, Claude Maluret. Merci beaucoup, Alexandre. Rémi Cardon, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France insoumise est infréquentable et qu'il faut donc en tirer les conséquences pour les prochaines élections municipales? J'attends les conclusions de l'enquête. En fait, j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même un état de droit qui doit fonctionner dans les règles de l'art. Monsieur Maluret est forcément obsédé de politiser cette enquête, ça dont acte. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il faut attendre que... Vous dites, ce n'est pas encore prouvé, les liens avec la Jeune Garde, avec la Bien sûr, et que dès l'instant qu'il y aura des conclusions de cette enquête, que chacun prenne ses responsabilités. Et nous, on les prendra. Donc vous ne prenez pas les mêmes conclusions que François Hollande, par exemple, qui estime que désormais, pour lui, la France insoumise est clairement à l'extrême gauche et qui demande à rompre tout accord avec la France insoumise. Je veux le dire, j'attends les conclusions de l'enquête. Excusez-moi, moi je respecte l'état de droit. Il y en a d'autres qui ne souhaitent pas respecter le fonctionnement de la justice. Je pense que c'est très clair. Après, maintenant, si jamais vous voulez que je le répète, je le répète. Hein. Oui. C'est très clair. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour revenir d'abord à la France insoumise, je rappelle qu'ils ont commencé quand même par donner des coups de pied, non pas dans des têtes, mais dans des ballons avec des têtes dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on ne dise pas qu'il y a eu une discordance. Il y a un cheminement qui a été fait et qui est aujourd'hui insupportable. Faites référence notamment à Thomas Porte, on se rappelle. Aujourd'hui, il y a une émotion quand même dans tout le pays. Et je crois que chacun doit avoir son rôle. Nous sommes des parlementaires, et particulièrement même des sénateurs, et on aura à analyser, à étudier des textes, et savoir les faire dans la modération et avec le recul suffisant. En revanche, il y a un gouvernement qui a envoyé des signaux forts à la population, quand même le pays qui aujourd'hui est en attente. Les déclarations du ministre Darmanin me paraissent importantes de dire au moins qu'il y a une vraie prise de conscience d'une situation qui n'est pas normale. Avec en plus, on ne peut pas nier non plus, les informations qu'on a aujourd'hui, c'est les liens entre LFI et ces groupes de jeunes terroristes, cette jeune garde. De la Jeune Garde. Et ça c'est des choses... Mais la Jeune Garde, pour l'instant, nie les... Oui, on est aussi quand même à ce stade-là. Quand on arrête le fondateur, quand on arrête le fondateur qui en fait partie, qui était là, il y a un moment... Moi, je veux bien qu'on prenne toutes les précautions, parmi les suspects, mais il y a quand même des les deux collaborateurs parlementaires Donc, de Raphaël Arnaud. Il y a des faits, on les regarde, il ne faut pas aller plus loin. Chacun son rôle. Que le gouvernement envoie un message fort pour dire qu'il en a pris conscience, compte tenu de l'émotion qu'on a dans la population française, ça me paraît important, sinon d'ailleurs on lui reprocherait. Et en revanche, ne nous demandez pas à nous, sénateurs, d'approuver déjà un texte qu'on nous aurait encore même pas préparé. Je ne suis pas sur le texte, je suis sur l'alliance politique. Là. Je demande à la gauche, parce qu'il y a un certain nombre de personnalités de gauche qui ont dit désormais pour nous, ce n'est pas possible d'être en lien avec la France insoumise. D'autres, vous voyez, Rémi Cardon dit qu'il faut attendre la fin de l'enquête. Dans le centre et dans le socle commun, on n'a quand même jamais eu d'ambiguïté avec LFI. On sait ce qu'est la France insoumise depuis le début. Il n'y a pas de souci. Donc c'est sûrement pas ce qui va nous rapprocher de LFI, mais au contraire, on est heureux même que la France entière ouvre les yeux sur ce qu'est ce mouvement. Il suffit de les entendre, il suffit de lire leurs propositions pour savoir ce qu'ils représentent et leur volonté de saper, pas seulement la démocratie, parce que la démocratie, ils peuvent avoir des voix d'ailleurs, et ils arrivent même à avoir des majorités pour faire élire. En revanche, il y a la République et il y a un état de droit qu'il faut protéger et pas le remettre en question. Et personne ne le remet en question d'ailleurs, ni à gauche, ni à droite.
Valérie Boyer. Ce mouvement a été classé, enfin LFI a été classé extrême gauche. Par le ministère de l'Intérieur. Voilà, par le ministère de l'Intérieur, très récemment. J'allais dire qu'il était temps, compte tenu des propos, des attitudes que Claude Malhuret a rappelé, le pédigré, enfin en tout cas le parcours de certains élus, de certains parlementaires. Moi, je pense que c'est vraiment aujourd'hui essentiel de savoir, alors que dans moins de 4 semaines, nous allons avoir des élections municipales, de savoir quels sont les liens de LFI sur certaines listes. Est-ce qu'ils se présentent sur des listes? Quelles conséquences concrètes tirer des propos de l'ancien président de la République et d'autres leaders socialistes? Moi, je demande quelles sont les conséquences concrètes de leurs propos. Est-ce qu'ils ne parlent que personnellement? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'ils parlent personnellement ou pas? Et puis, je pense que là, bon, il y a une enquête, mais entre l'enquête et ce qui se passe, malheureusement, il y a ce décès absolument abominable de ce jeune homme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même une jeune femme qui a été étranglée, qui a eu 12 jours d'ITT dans la même manifestation. Il y en a plein d'autres qui ont été molestés, qui ont été... les propositions et l'attitude de LFI et de ces jeunes de la jeune garde. Regardez ce qui se passe dans les universités. Il y a des jeunes qui ne peuvent plus aller à l'université parce qu'ils sont stigmatisés. Je ne parle même pas des étudiants juifs qui ont été particulièrement persécutés. Tout ça est quand même absolument inadmissible. Donc aujourd'hui, le drame de Quentin est, j'allais dire, une couche supplémentaire dans les actes totalement anti-républicains de ces personnes. Moi, je pense qu'il est vraiment temps qu'on sache qui ils sont et qu'on en tire les conséquences politiques, que la gauche ait le courage politique de faire le ménage, comme a dit M. Darmanin hier. La droite l'a fait. Avec l'extrême droite, la droite l'a fait, il n'y en a pas. Hein. Bien sûr. Alors, il n'y en a pas, oui. On va poursuivre la discussion, notamment sur le sujet des universités. Faut-il interdire les débats politiques à l'université? La question a été posée tout à l'heure. Regardez. Monsieur le ministre, cette circulaire sera-t-elle suffisante? Aura-t-elle force contraignante? Ou risque-t-elle d'être contestée au nom de l'autonomie universitaire? Les présidents d'université doivent prendre leurs responsabilités et en assumer les conséquences. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre à l'égard de l'IEP Lyon et de sa direction? Plus largement, ne faut-il pas encadrer législativement l'organisation de meetings politiques sur les campus? L'autonomie universitaire ne peut pas être le paravent de l'impuissance publique. Tous les élus de la République peuvent intervenir aujourd'hui à des conférences et il n'est pas question de l'interdire aujourd'hui par principe. En revanche, lorsque ces conférences présentent des risques sérieux de troubles à l'ordre public, celles-ci ne doivent pas se tenir. Une droitarde. Pierre Ouzoulias, Philippe Baptiste et Laurent Nunez ont envoyé une circulaire au préfet et au recteur ce lundi qui dit qu'il faut concilier les libertés académiques et les libertés d'expression et le maintien de l'ordre dans l'établissement et le bon fonctionnement du service public. Eh bien, comment ça s'apprécie? Est-ce qu'il faut interdire le type de réunion politique qu'il y avait eu, par exemple, avec Rima Hassan à Sciences Po Lyon ce week-end? Il y a un principe fondamental qui est ancien chez nous en France et qui date du Moyen-Âge, c'est celui du respect des franchises universitaires. C'est-à-dire que le campus, c'est un territoire dans lequel le président de l'université est le seul à décider ce qui peut être fait, pas fait, et quand est-ce qu'il doit recourir à la force publique. C'est un principe intangible sur lequel il faut absolument pas céder. Donc le ministre peut faire des recommandations, mais in fine, ce sont les présidents d'université qui décident. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que plus on va approcher des élections présidentielles, moins les présidents d'université vont prendre des risques. Il y a une difficulté. Et vu les événements qui viennent d'avoir lieu, ça leur donne raison. Il y a une difficulté à tout ça. Il y a une difficulté. C'est qu'un campus universitaire, il s'adresse à des adultes qui ont le droit aussi à une information politique, syndicale et religieuse. Sur les campus, il y a des aumôneries. Il y a la liberté d'expression, la liberté de réunion aussi. Il ne faudrait pas qu'on transforme les campus en un lieu absolument neutre et stérile, dans lequel il ne puisse plus y avoir d'informations ni politiques ni religieuses. Et j'insiste sur le religieux, parce que ça compte aussi. Donc il faut être extrêmement prudent. Moi, j'ai une totale confiance dans les présidents d'université, parce que dernièrement, ils ont montré qu'ils pouvaient interdire des manifestations. Et sincèrement, je pense qu'ils vont le faire encore plus, parce que malheureusement, le climat est tellement dégradé qu'ils ne prendront plus de risques. Demandez à Farid Balanche
à Fabrice Balanche qui lui est arrivé quand même. Il n'a pas été très soutenu, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire cours parce qu'il y a des nervis qui l'ont empêché, qui l'ont menacé, qui l'ont insulté, qui l'ont même molesté. Donc à un moment donné, je pense que dans les universités, il se passe des choses qui sont totalement inadmissibles, mais cette histoire, elle est ancienne. Oui, moi, je me souviens de Sylviana Gazansky qui n'avait pas pu donner une conférence à l'université de Bordeaux. Enfin, il y a des gens qui peuvent y aller. Quand c'est l'extrême gauche, ça marche. D'autres voient, ça ne marche pas. Écoutez, donc à un moment donné, il y a un équilibre qui doit être trouvé dans les universités publiques. C'est pas le cas. Rima Hassan, elle n'allait pas faire une conférence, elle allait faire un meeting. Non. Vous voulez répondre, Pierre Ouzoulias? Votre collègue Max Brisson, la semaine dernière, nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème de liberté académique dans les universités. Voilà. Écoutez, reprenez son discours constate, si vous je constate. C'était sur une proposition de loi des socialistes qu'il a refusé de sur la liberté académique. Les faits que j'ai cités, je pense, sont de notoriété publique. Et aujourd'hui, ce qui se passe notamment avec la France insoumise dans les universités est juste inadmissible. C'est une entrave aux libertés. Pierre Ouzoulias, je vous remercie. Je vous laisse y aller car il y a la conférence des présidents qui vous attend. On va poursuivre le débat également avec vos collègues sur ce plateau. Bernard Fialaire, sur ce sujet. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de réponse. Il faut absolument défendre la liberté académique. Ça, vraiment. Oui. Il faut même la liberté d'expression. La seule chose... Donc, on l'a dit, c'était la liberté du président d'université. Oui. Mais qu'il y ait liberté, ce qui est consubstantiel, c'est la responsabilité. Donc, il doit s'assurer que ces conférences, voire même ces conférences, ces débats, qui peuvent être d'ailleurs pédagogiques pour les étudiants, doivent se dérouler dans un cadre qui permette justement à ces étudiants de s'élever, d'apprendre des choses et non pas... exacerber des instincts de violence que certains pourraient avoir. Donc, il en va de la responsabilité. Moi, je pense qu'il n'est absolument pas question d'interdire ces débats. Non, en revanche, ils doivent être contrôlés. Et s'ils débordent, eh bien, on peut faire appel à la force publique. C'est ce qu'a rappelé dans sa circulaire le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui l'a adressé au préfet, qui l'a adressé au président d'université pour leur dire qu'il fallait que les présidents d'université soient assurés, lorsqu'ils font appel aux forces de l'ordre, qu'elles puissent venir lui porter secours. Voilà. Oui, et puis que les débats qu'ils soient assurés et qu'ils ne soient pas monochromes. Parce que jusqu'à présent, c'est pas ce que j'ai pu constater. Rémi Cardon, sur la liberté académique, pourrait-elle être menacée par cette circulaire, selon vous? Déjà, c'est une circulaire. Donc ça laisse quand même une certaine souplesse entre guillemets. Une certaine liberté d'appréciation. Voilà. Et là, par contre, le point essentiel, et ça a été dit, c'est qu'il faut mobiliser les forces de l'ordre en temps et en heure, en fonction de comment ça peut prendre en tension. Parce que moi, j'ai déjà trop vu où, effectivement, juste la sécurité de l'établissement, de l'université en question, est parfois très léger. On est sur un ou deux agents, on est sur des contrôles de QR code au mieux, quand il y en a. Donc on voit bien qu'il y a peut-être des choses à améliorer, les conditions de sécurité pour que les choses se passent pour le mieux. Parce que je pense que déjà, rien que la présence des forces de l'ordre, ça calme aussi d'éventuelles tensions qui peuvent arriver pendant la conférence. Je pense que ça peut... Ça peut avoir un effet préventif. Exactement. Et si on ne veut pas que des étudiants de Sciences Po se comportent un jour à l'Assemblée nationale, comme le fait LFI, il faut bien qu'on les éduque et qu'on leur apprenne à débattre en respectant des règles. Bernard, c'est à d'être optimiste. Pour le sénateur du Rhône que vous êtes, il y a quand même une question aussi qui a été beaucoup posée. Nous l'avions posée à votre collègue Thomas Dossus tout à l'heure également. Est-ce que vous estimez qu'il y a aujourd'hui un problème de violence aussi spécifique à Lyon, une habitude des rixes entre ultra-droite et ultra-gauche et l'idée que cela n'a pas été suffisamment pris en compte? Écoutez, je pense qu'il y a des statistiques des ministères de l'Intérieur, de la Justice, pour repérer s'il y a davantage de risques à cet endroit. Moi, j'ai mené une mission d'enquête et ensuite on a déposé une loi sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. On a vu un peu toutes ces actions. C'est pas spécifique. Et c'est pas que le Rhône. Et c'est pas spécifique du tout à l'université lyonnaise. Il y en a hélas, beaucoup ailleurs. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une spécificité. Alors, il y avait peut-être, quand vous avez quelques fortes personnalités comme ça qui sont un peu leaders de ces mouvements, ça a pu exacerber les choses, mais il n'y a pas un climat lyonnais d'insécurité.
Bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, un tout autre sujet, la polémique sur les très fortunés qui ne paient pas d'impôts. Rappelez-vous les propos d'Éric Lombard. Dans notre pays, parmi les personnes fortunées, des milliers ne paient aucun impôt sur le revenu. Eh bien, le président de la Commission des Finances et le rapporteur général de la Commission des Finances ont enquêté. Écoutez, Jean-François Husson au micro d'Alexandre. Bonjour Jean-François Husson. Bonjour.